Aujourd'hui, on est là pour discuter de Databricks, de Azure Databricks. On va regarder ça plutôt dans un contexte de data engineer. Il y a d'autres contextes pour utiliser Databricks. Mais avant ça, parce que j'ai très bien introduit mes homonymes, mais je vais peut-être m'introduire un petit peu moi-même. Qui je suis? Ben, je m'appelle Cédric Charlier, je viens de Belgique. Si vous trouvez que j'ai un petit accent, c'est juste à cause de ça. Bien que je sois né au Canada. Donc voilà. Je suis MVP depuis maintenant 2015. Hein, donc ça fait 6 ans que je suis MVP. Plutôt sur la data platform. Donc je me débrouille en développement, même si c'est pas mon centre d'intérêt principal, mais tout ce qui est data m'intéresse très fort. Donc tout ce qui est modélisation de données, data warehousing, big data, machine learning, ce genre de choses. Et bien sûr, tout ce qui est sur Azure, parce que Azure est vraiment un composant important dans ce qui est un écosystème moderne, BI ou data warehouse et ce genre de choses. Alors moi, vraiment, mes centres d'intérêt, c'est tout ce qui est agilité. Donc, franchement, j'essaie d'aller le plus vite possible, de construire des choses, d'avoir des résultats rapides et ce genre de choses, de les délivrer rapidement. Mais tout ça nécessite de la qualité. C'est important. Quand vous délivrez très rapidement, il faut vraiment beaucoup de qualité. Et je suis aussi un grand fan de tout ce qui est automatisation. Il ne faut jamais me demander de faire 2 fois la même chose. Je ne supporte pas. Même mettre le lave-vaisselle, c'est trop difficile pour moi. Et donc, vis-à-vis de tout ça, ben, bien sûr, j'ai écrit quelques lignes de code, ça veut dire 100 000, pour NBI, qui est un outil de test que vous avez peut-être déjà utilisé si vous avez fait de la BI. Donc, c'est vraiment très important de regarder à ça. Si vous avez déjà réalisé de la BI ou si vous le faites, ça vous permettra d'automatiser la plupart de vos tests. Voilà, alors je suis au dernier point, c'est que je ne suis pas un consultant, donc je ne suis pas en train de vous vendre quelque chose parce que oui, c'est super important pour moi de vous le vendre, comme ça je pourrais vous vendre de la consultance. Non, je travaille vraiment en interne dans une société qui s'appelle Elia, qui distribue à haute tension. Et de ce côté-là, donc c'est vraiment un aspect, je vous explique ça parce que nous l'utilisons, parce qu'on fait des choses avec et parce que c'est important pour nous. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est Databricks? Alors, une des premières questions, donc voilà, qui arrive généralement dans le chat ou bien qui arrive quand quand je présente ça, c'est vous parlez de Spark, de Databricks, quelle est la différence? Ben, Spark, c'est un petit peu le côté gauche, le côté un petit peu rudimentaire, hein, avec des briques de base Duplo, tandis que Databricks, c'est vraiment le truc qui est très joli, très terminé et tout ça. Donc en fait, la grosse différence entre les deux, c'est Spark, c'est de l'open source, donc c'est très bien hein, l'open source. C'est Apache 2.0 comme licence, donc vraiment une licence très ouverte. Et Databricks est en fait basé sur Spark. Donc vous avez dans Databricks tout ce que vous avez dans Spark. Databricks, c'est aussi le nom d'une société qui est une joint venture entre les créateurs de Spark et Microsoft. Et c'est eux aussi qui investissent maintenant dans Databricks pour faire toujours plus avec Databricks. Databricks est entièrement intégré dans Azure, donc ça c'est un des gros avantages. Hein. Si vous avez déjà essayé chez vous d'installer Spark, bonne chance, c'est pas très facile. Il y a des tas de composants qui se doivent s'imbriquer les uns avec les autres. Bien sûr, il y a tout le versionning de ces composants et les incompatibilités de version. Donc c'est pas une tâche facile. Et le gros avantage qu'on a avec Databricks, c'est que tout est disponible. Ça prend à peu près 4 clics du côté de Portail Azure pour arriver à avoir un environnement qui fonctionne tout à fait correctement. Donc, comme je l'ai dit, aujourd'hui, on va parler de Databricks pour tout ce qui est data engineer, mais il y a d'autres profils qui sont intéressés par ce qui est Databricks. Il y a le profil des data analystes. C'est vraiment un profil très intéressant aussi, Databricks. Ils peuvent l'utiliser pour faire des petites études et tout ça. Ils peuvent utiliser toute la puissance de Databricks, tout le parallélisme et tout ça, afin de vraiment arriver à donner des résultats, des courbes de tendance et ce genre de choses. Et il y a le profil aussi des data scientists. Il y a moyen de faire tourner des algorithmes de machine learning, ce genre de choses, directement sur Databricks. On peut vraiment faire beaucoup directement dans Databricks sans nécessairement sortir les données, ce qui est une excellente chose. Et donc, c'est un autre profil. Mais aujourd'hui, focus sur nos amis, les data engineers. Alors, d'abord, le runtime de Databricks. Qu'est-ce que c'est le runtime de Databricks? C'est vraiment la brique centrale. Ça s'appuie sur Apache Spark, comme je l'ai déjà dit précédemment. Donc, c'est exactement en fait Apache Spark, sauf qu'il y a quand même 2-3 modifications. Donc, c'est exactement, mais pas tout à fait. Et en fait, toutes ces modifications sont des améliorations. Il n'y a rien là-dedans qui est la suppression des choses. Non, c'est toujours une amélioration. C'est conçu nativement pour Azure, c'est-à-dire que ça se repose directement sur les couches Azure. Le talk précédent parlait de VM, de Kubernetes et tout ça, ben c'est même un peu la
Alors apparemment, on a un petit souci technique. Dites-nous dans le chat sur YouTube si vous voyez aussi un problème. Pour ma part, il me semble qu'on a perdu Cédric. Donc en attendant qu'il revienne, ce qu'on va faire, c'est qu'on va repasser en mode pause. On va faire une toute petite pause et puis dès que Cédric nous a rejoint à nouveau, je vous reprends. Merci, à tout de suite. Alors, bonjour à tous à nouveau. On a retrouvé du coup Cédric. Salut Cédric. Salut, voilà, désolé, hein, c'est toujours les problèmes hein, quand on est en remote. Hein, j'ai tout mon routeur qui a sauté. Donc voilà, je suis sur la 4G, la place passée, ça risque Ok. de planter. Ok. Pas de Donc, souci. Du coup, je vais te laisser reprendre et peut-être reprendre un tout petit peu en arrière au cas où on a loupé quelque chose. oui, d'accord, pas de souci. Okay, merci. Donc, voilà, sur le runtime Databricks, je vais juste conclure là-dessus. Ce qui était important de comprendre, c'est que c'est vraiment Spark avec des améliorations et que ça permet surtout la partie serverless. Sur tout ce qui est l'écosystème de Spark, comme je disais, on a vraiment la partie SQL Data Frame. C'est hyper important cette partie SQL Data Frame parce que c'est là-dessus que tout est basé. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une data frame? Une data frame, c'est comme une table, c'est comme dans les années 80 quand vous avez fait du SQL. Vous avez des colonnes, des rows. C'est tout simplement ça. Il n'y a rien de plus compliqué. Alors, sur une data frame, on peut aussi ajouter des index, donc des choses aussi qu'on peut faire. Donc, un petit peu tout ce que se retrouve sur une table dans SQL, vous allez le retrouver dans un data frame. Mais c'est un concept relativement moderne. Alors, ça s'appelle parfois aussi result set dans d'autres applications. Mais c'est vraiment ce concept-là. En plus de ça, donc, tout ça va nous permettre, en fait, les data frames, va nous permettre de gérer les données qui sont relativement statiques, qui arrivent, je veux dire, par batch, comme on le faisait avec SSIS ou avec Azure Data Factory, c'est du batch, et ça nous permet de gérer ça. Il y a toute une brique aussi qui permet d'avoir du streaming. Alors, qu'est-ce que c'est du streaming? C'est vraiment des données qui arrivent en continu. Donc là, vous n'avez plus de cette notion de batch, c'est des micro-batch, en fait, derrière, mais ça, c'est un petit peu caché. Donc, vous avez les données qui s'ajoutent. C'est comme si vous aviez des lignes qui s'ajoutent continuellement à votre table.
Vous avez aussi toutes les librairies de machine learning, hein, tout ce qui est MLib. C'est vraiment important pour les data scientists, ça l'est pas trop pour les data engineers. Et alors, finalement, vous avez la partie que j'adore, moi personnellement, qui est toute la partie GraphX. Donc, c'est vraiment tout ce qui est computation sur des graphes. Alors, des graphes, si vous ne savez pas ce que c'est une autre façon de traiter les données. Elles ne sont plus dans des tables, ces données. Elles sont vraiment dans une forme de graphique où chaque nœud représente en fait une ligne de données et les connexions sont directement matérialisées. Donc, si vous avez une relation entre deux tables, hein, si vous êtes dans ce module-là, dans cette optique-là, eh bien, vous avez en fait un lien qui lie un nœud à un autre nœud. C'est vraiment passionnant, mais c'est pas le sujet du jour. Et donc, derrière ça, on a toute la partie API de Spark Core. Et donc, ça, ce sont en fait tous les langages qui sont supportés. Alors, il y a plusieurs langages supportés par Spark et donc par Databricks, qui sont R. Ça, c'était important il y a plutôt quelques années. Hein, c'était vraiment important de savoir faire du R et tout ça quand on voulait faire des statistiques. C'est de plus en plus remplacé par du Python. De plus en plus de monde à l'UNIF voit du Python. Donc, Python est en train vraiment de prendre le dessus. Et finalement, il y a aussi toute la partie SQL qui est très importante. Pourquoi? Parce que je l'ai dit, on est en train de traiter d'une certaine façon des tables. Hein, c'est un petit peu ça, nos data frames. Et donc, il y a le langage SQL qui est là. Et mine de rien, il y a énormément de monde qui connaît encore ce langage SQL. Il est quand même très pratique pour faire des sélections et ce genre de choses. Donc, il est toujours supporté. Et puis, si vous venez plus d'un autre monde, hein, du monde Java, Scala, ben, c'est aussi possible de coder directement en Java et en Scala. Donc, en fait, il y a exactement les mêmes features qui sont supportées sur ces 5 langages. Ça, c'est tout à fait compatible. Alors, il y en a d'autres qui s'ajoutent de plus en plus. Hein. Il y a maintenant possibilité de faire directement sur Databricks du C# et ce genre de choses. C'est encore un petit peu au début et tout ça. Et donc, c'est pas difficile. En fait, il y a moyen d'ajouter ses propres langages. Pourquoi? Ben parce qu'on a exactement la couche de langage qui est là. Vous avez la brique de base qui est Apache Spark Core. Et au-dessus, vous avez une API qui est en Java et en Scala. Donc, tout, en fait, l'autre langage va être traduit et va être remis vers du Java Scala grâce à l'interplayer. L'interplayer est vraiment ce qui va permettre à votre langage de pouvoir discuter avec l'API qui est en Java Scala. Et donc là, c'est tous les autres langages, hein, SparkR, Python, qui est en fait PySpark et des choses comme ça, Spark for .NET. Donc, tous ces autres langages vont venir se plugger sur l'interop, qui se plug sur le Java et qui se plug sur l'Apache Score. Alors, vous allez me dire, ah, donc ça va aller beaucoup plus vite si je code en Scala ou en Java. Non, franchement, les gains sont marginaux la plupart du temps. Le interplayer ne prend vraiment pas beaucoup de ressources et franchement, ça vaut pas la peine de se mettre à coder en Scala juste pour gagner des centièmes de seconde. Si vous êtes habitué avec SQL, si vous êtes habitué avec Python et ce genre de choses, continuez dans les langages où vous êtes le plus à même de coder. Vous allez gagner énormément de temps au moment du codage et franchement, le gain est négligeable au niveau de l'exécution. Voilà. Donc, au niveau du cluster Spark, ça c'est très important, c'est que Spark est vraiment quelque chose qui est distribué le plus possible. Donc, ça c'est vraiment un langage qui permet, surtout un concept qui permet de distribuer les tâches. Hein. Donc, vous avez beaucoup de petits nœuds et chaque petit nœud fait une petite partie de la tâche. Et bien, tout ce cluster Spark, la création de chacun des nœuds, la redirection vers chacun des nœuds, tout est géré par Azure. La création prend quelques secondes, donc c'est très très rapide. Hein, on n'a pas besoin de 10 minutes pour créer un cluster. En tout cas, surtout pas pour créer un nouveau nœud sur lequel vous pouvez faire des calculs. La mise à l'échelle est dynamique, c'est-à-dire que c'est lui-même qui va décider si vous avez besoin d'autres nœuds ou pas. Donc, bien sûr, vous pouvez mettre un nombre de nœuds maximal quand vous créez votre cluster. Par défaut, il y en aura 0. Si vous êtes en train de rien exécuter, il y a 0. Mais par contre, chaque fois qu'il y a un job qui va se mettre en marche, eh bien, il va d'abord essayer sur un nœud, et puis s'il va voir que ça va pas assez vite, il va passer à 2, 3, 4, 5, 6. Et le but, justement, est de ne pas utiliser des fonctions qui coupent ce parallélisme. Parce que si vous coupez ce parallélisme, tout le travail se fait sur votre nœud principal, qui est le driver. Et donc, le driver est saturé, il n'arrive pas à décharger sur les nœuds worker. Et donc, ça, c'est pas un bon principe, et on verra ça un peu plus tard. Il y a une API REST pour créer aussi ces clusters et tout ça. Donc, si vous êtes un grand fan de l'administration et tout ça, via REST, que vous avez votre propre façon de vouloir gérer le cluster et tout ça, vous pouvez le faire. Il y a une API, construisez ce que vous voulez dessus. La mise à jour vers les dernières versions est également gérée par nos amis de Azure, ce qui a un grand bénéfice, comme je l'ai dit en introduction.
Alors, on a un espace de travail interactif, ça c'est le nom complexe en français. En anglais, tout le monde parle de notebook. Alors, on peut écrire des notebooks en R, en Python, en Scala ou en SQL. Et donc, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un notebook, je vais donc revenir ici. Voilà. Et donc, ici, vous avez un notebook. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un notebook? Eh bien, c'est un outil de développement dans lequel vous pouvez à la fois coder. Donc, vous voyez que ici, par exemple, j'ai juste mis du texte. Donc, c'est très facile parce que vous pouvez mélanger du texte et vous pouvez aussi mélanger du code. Donc, les deux sont mélangés. Donc, c'est bien parce que ça permet de commenter. On voit ici, c'est bien fait, c'est le truc par défaut de Microsoft. Et donc, on a quelque chose de très lisible qui est très, très bien fait. Et donc, vous voyez qu'au sein aussi du même notebook, j'arrive à faire des choses comme mélanger ici du SQL. Ici, j'ai vraiment un truc en SQL, c'est du pur SQL, et mélanger également du code en Python. Et pour ça, il me faut juste spécifier avec un petit pourcentage Python dans quel langage je switch. Donc, il est possible au sein du même notebook d'avoir plusieurs langages. Alors, il y a des choses aussi qui sont très intéressantes avec le notebook. Comme vous le voyez ici, quand vous faites une sélection, eh ben, ça vous retourne tout simplement la table, le contenu de la table, c'est bien ça qu'on s'attendait. Mais vous pouvez aussi faire un graphique. Et ça, c'est pas plus difficile. Vous faites simplement un select color, voilà, vous écrivez votre query, ça va vous retourner une table par défaut. Et puis, si vous passez la table, si vous passez ici sur un chart, voilà, vous allez avoir votre chart qui se fait automatiquement, qui est une représentation, en fait, de votre table. Donc ça, c'est vraiment un ensemble d'avantages. Alors, quels sont les avantages de tout ça? C'est que c'est très interactif, c'est utilisé par les data scientists et ça passe de plus en plus aussi au niveau des data engineers. Voilà. On a aussi tout ce qui est Matplotlib, ggplot ou D3 pour la visualisation. Donc ça, c'est ce que je vous ai montré. Vous pouvez aller plus loin. Vous pouvez directement mettre du code de visualisation, que ce soit ggplot ou n'importe quoi, qui va vous rendre une image. C'est aussi intégrable à travers le notebook. Donc c'est vraiment un environnement de développement qui vous permet de tout faire. C'est très interactif. Vous pouvez également utiliser des tableaux de bord interactifs pour créer des rapports dynamiques. Alors ça, je vous le conseille quand même pas. C'est possible de faire ça à partir de la zone notebook, mais il n'y a pas une grande protection alors de votre code et ça peut très facilement changer. Et si c'est important que le code ne change pas, ne le faites pas. Utiliser Spark et interagissez avec les données simultanément, c'est vraiment l'esprit. C'est vraiment l'esprit. Je code, je vois le résultat, je garde, je vais un petit peu plus loin, je recrée autre chose. C'est vraiment cet esprit interactif qui est mis en avant par tout ce qui est notebook et qui est vraiment utilisé du côté des notebooks. Alors, il y a un point aussi qui est important, c'est la sécurité de tout ça. Et de ce côté-là, Databricks, c'est très, très sécurisé puisque vous avez une intégration avec l'Azure Active Directory. Donc, vous savez savoir vous pouvez gérer qui se log pas. L'accès via des rôles sur le notebook. Donc, j'ai dit tout à l'heure que c'était pas très sécurisé parce que le code était accessible. Ça dépend aussi des rôles que vous mettez. Vous pouvez avoir des rôles qui sont juste de reader. Vous avez aussi des rôles qui sont spécifiques sur le cluster. Donc, vous pouvez dire, cette personne-là, elle peut changer la taille du cluster ou différentes informations du cluster. C'est possible. Vous en avez d'autres qui peuvent gérer que les jobs. Donc, vous pouvez automatiquement lancer un job donc il sera pris en compte, mais vous pouvez aussi avoir un rôle qui ne fait que ça. L'avantage aussi de Azure Databricks, c'est que vous êtes sur Azure, donc il y a des contrats, donc il y a des SLA et tout ça au niveau de l'entreprise. Donc ça, c'est vraiment très intéressant aussi pour gérer ça. Le déclenchement planifié, j'en ai juste parlé avant, c'est tout ce qui est job. Donc, il y a moyen de dire exécute mon job, donc c'est-à-dire mon notebook, à un moment donné. Fais-le à 13h58. On peut aussi donner des paramètres et ce genre de choses. La configuration de tout ça est très très simple, puisqu'en fait, ça, je peux vous le montrer. Il suffit d'aller ici dans les jobs, OK. Et là, vous avez une interface très simple. Voilà, vous en avez un ici qui est non créé. Je crée un nouveau job, c'est pas très difficile. Il suffit d'appuyer sur le bouton, de patienter jusqu'au moment où l'écran va arriver, ce qui prend toujours plus longtemps quand vous êtes en démonstration. Voilà. Et donc, vous voyez, il n'y a pas grand-chose à mettre. Vous avez ici votre job. Vous devez dire quel notebook vous allez prendre. S'il y a des jars en plus, donc c'est-à-dire des librairies que vous voulez ajouter en plus. Et ici, vous pouvez configurer le schedule, les alertes et ce genre de choses. OK? Donc, très facile d'arriver à faire ça. Et donc, vraiment, l'idée là-dessus, c'est important pour tout ce qui est data engineering, c'est vos jobs, ils tournent la nuit, comme ça, ils travaillent pendant que vous dormez, et le lendemain matin, vous pouvez commencer à
débugger votre code. C'est vraiment pas l'idée de débugger le lendemain. Je disais ça pour rigoler, mais ça peut vous permettre de vous travailler pendant que le serveur il travaille la nuit et surtout les données sont chargées la nuit, comme ça elles sont là dès le lendemain pour les utilisateurs. Vous pouvez aussi travailler avec des récurrences qui sont beaucoup plus basses que le jour, c'est tout à fait possible. Il est tout à fait possible de faire ça et ça se fait d'une façon tout à fait transparente et la plupart des jobs sont planifiés plutôt au niveau du quart d'heure, au niveau de l'heure qu'au niveau de la journée. Alors, on a aussi toute la partie data frame, dataset. Donc, on a déjà parlé des data frames, hein, c'est table-like. Un truc à bien comprendre, c'est qu'une data frame, elle est immutable. Ça veut dire quoi, immutable? Ça veut dire que vous ne pouvez pas la changer. Normalement, une data frame, on ne fait pas de changement dessus. Hein, ça, c'est important. Et surtout qu'elles sont distribuées. Comme je l'ai expliqué, il y a un nœud principal à Databricks. Ce nœud principal va répartir le travail sur tous des nœuds secondaires, qui sont des nœuds workers. Et donc, la data frame, en fait, est distribuée. Elle n'est pas présente à un seul endroit physiquement. Il y a des références qui sont au niveau du nœud driver, mais le travail est répercuté sur les autres nœuds. Alors, la transformation d'un data frame, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est immutable, mais pas tant que ça quand même. Le changement de typage d'une colonne est tout à fait possible avec une fonction bien précise. En fait, quand on dit que c'est immutable, c'est parce que vous ne voulez pas échanger la valeur d'une seule ligne. Vous pouvez toujours travailler par colonne ou ce genre de choses. Donc, le changement de typage d'une colonne est tout à fait possible. Vous pouvez renforcer votre typage, hein, à la place de passer d'une string, aller vers de l'integer ou aller vers une date pour être sûr de bien manipuler ça. Il y a toutes des fonctions aussi qui peuvent être construites de votre côté. Donc, vous pouvez créer vos propres fonctions en plus de celles qui sont built-in. C'est vraiment très pratique quand vous avez des transformations récurrentes à faire sur plusieurs data frames et vous avez toujours la même chose. Eh bien, construisez une fonction en UDF que vous allez pouvoir directement, une fonction UDF que vous écrivez dans votre langage préféré et que vous pouvez réappliquer à chaque data frame. Il y a moyen de faire des jointures entre data frames. Là-dessus, je vais quand même dire directement que c'est pas la bonne idée. Hein. L'idée ici, on est sur du big data et dans le big data, on essaie d'éviter les jointures d'habitude. C'est-à-dire que on préfère dupliquer l'information et qu'elle soit à plusieurs endroits plutôt que de chaque fois avoir faire une jointure sur une table de référence. Ça, c'est vraiment pas la bonne idée, mais c'est faisable et c'est surtout intéressant pour le data engineer parce que quand vous allez construire vos datasets, vous aurez probablement à un moment besoin de faire une jointure. L'idée, c'est vraiment que les utilisateurs qui sont data analyst, data scientist n'aient pas à faire ces jointures. Le chaînage des transformations, c'est bien sûr quelque chose qui est important. Si vous avez déjà fait du Power Query ou si vous avez déjà fait du F#, c'est vraiment l'enchaînement de tous les steps. C'est très, très utile. Le plan optimal calculé par Spark, c'est aussi vraiment un point qui est très important. Si vous regardez à l'intérieur ici de votre cluster, il faut que je reprenne mon workspace. Voilà. OK. Si ici, je vais voir le nombre de jobs, voilà, vous voyez ici, et je peux même cliquer ici sur View, mais comme mon cluster ne tourne pas, je ne sais pas si ça va fonctionner. Ouais, c'est toujours foireux quand le cluster ne tourne pas. Donc, vous avez vraiment la possibilité de voir, c'est peut-être mieux ici, on va peut-être le faire là. Voilà. Non, c'est pas ça. Ok, je vais pas essayer de le montrer parce que comme le cluster ne tourne pas, ça va pas aller, c'est sûr. Donc, là, vraiment, la possibilité d'arriver à voir exactement tous les différents steps. Qu'est-ce qu'il faut regarder dans ces steps? Comment est-ce qu'on peut facilement améliorer du code sur tout ce qui est Databricks? Il faut regarder s'il y a bien du parallélisme, parce que vous avez des fonctions qui bloquent le parallélisme, et ça, il faut essayer de les éviter. Donc, il y a un paramètre aussi qui est très très important pour tout ce qui est Big Data, c'est le lazy evaluation lors d'une action. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que avant d'être sûr d'avoir besoin du résultat, on ne va pas faire le calcul. Donc, si vous avez deux branches à un moment dans votre code, hein, vous avez un if d'un côté et vous dites if, alors fais une grosse transformation, else, faisant une toute petite, et disons que la condition, elle soit dans le else, vous redirigez vers le else, eh ben, il n'y aurait que ça qui serait exécuté. Alors, ça a d'autres conséquences encore aussi au niveau de l'évaluation. C'est vraiment, on attend le dernier moment pour voir s'il faut évaluer ou pas. Et normalement, toutes les évaluations sont aussi stockées et donc vous ne refaites pas plusieurs fois la même évaluation sur certaines choses. Voilà, donc ça c'est vraiment important parce que c'est vraiment un truc aussi qui vous permet de gagner du temps. Vous n'avez pas systématiquement l'évaluation qui est faite.
Transformation de frame, eh ben, ça c'est tout facile. Donc comment est-ce qu'on fait pour arriver à lire un fichier? C'est toujours le même code, hein, c'est spark.read.format. Alors ça, c'est le code, il est aussi bien valable en Python que n'importe quoi. C'est toujours exactement la même syntaxe et ça tourne toujours par Spark. Et donc le format, ici, on est en train de lire du CSV, hein, avec des headers qui sont trous, des délimiteurs. Voilà, tout le monde comprend le code. C'est très facile à lire, c'est très facile à écrire. Alors parfois, il y a des méthodes qui sont spéciales, hein, si vous voulez dire du parquet, eh ben, il va falloir lui spécifier le format. Alors tout ça, ça se trouve très facilement dans la doc de Databricks, qui est assez bien faite, et vous pouvez arriver à voir comme ça tous les formats qui sont supportés et tout ça, il y en a énormément. En ce qui concerne les transformations, eh ben, donc ici, c'est du code en Python qu'on est en train de montrer, hein. Donc il faut importer généralement PySpark, très facile, .sql, voilà, vous importez tout ça. Et donc là, vous pouvez commencer avec à appliquer diverses transformations telles que filter, where, ça revient en même, filna, isNull, sort. Vous avez vraiment toutes les choses que vous faites avec du SQL, vous êtes capable de le faire aussi avec PySpark. Et donc là, le gros avantage, c'est que vous avez une distribution sur chaque nœud, en fait. Et donc, votre sort, il va en fait trier d'abord sur chaque nœud avant de revenir avec les choses qui sont triées au niveau de votre worker. Et là, il va regarder comment il doit retrier. Donc là, vous allez gagner énormément de temps. Si vous faites un filter, même chose, le filtre va s'appliquer sur chaque nœud. Et donc, il va vous retourner une sous-partie qui va remonter au niveau du nœud principal et vous aurez votre résultat qui est globalisé. C'est vraiment cette parallélisation qui va vous amener des performances importantes. Si vous voulez voir simplement votre plan d'exécution, n'hésitez pas dataframe.explain et vous allez voir exactement ce qui est paralysé, ce qui prend du temps, ce qui n'en prend pas. Chacune des lignes de code quasiment vous donnera un nœud au niveau de l'explication. Donc vous pouvez vraiment voir quelle fonction prend du temps et laquelle n'en prend pas et voir si c'est pas pertinent de refaire une autre transformation d'abord. Parfois, permuter simplement les transformations vous aide à gagner du temps. Tout ce qui est filtrage et tout ça, remontez-les le plus possible. Alors, bien sûr, ça ne donne pas toujours le même résultat, mais essayez de remonter quand même cela. Pour comprendre tout ce qui est variable, n'hésitez pas aussi, hein, dataframe.describe.show, ça vous donne exactement la description exacte, ça vous montre le contenu d'une variable. Si vous voulez utiliser Panda, Matplotlib, vous pouvez aussi, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et un point qui est important, c'est comment est-ce que je passe de code Python, qui va me permettre, par exemple, de faire de l'importation de données et de lire des fichiers parquets ou ce genre de choses. Et puis, à un moment, de me dire, ouais, j'aimerais bien passer en SQL. Pour ça, il suffit de faire du register de TimeTable. Donc, votre fonction ou votre variable, qui est une data frame, vous pouvez l'enregistrer comme une TimeTable. Et puis, il vous suffit d'appliquer du code SQL dessus. Donc, c'est très, très, très facile de passer d'un langage à l'autre. Vous pouvez le faire vraiment au sein de l'exécution de votre pipeline. Alors, si vous voulez aller plus loin avec les data frames, il y a moyen de compiler de la logique métier à travers les data frames. Donc ça, c'est vraiment, vous pouvez écrire vos propres fonctions et tout ça, c'est très important. Qu'est-ce que c'est vraiment qu'un data frame par rapport à un dataset? C'est la même chose, sauf qu'un dataset par défaut n'est pas typé, c'est-à-dire que vous avez des colonnes dans lesquelles c'est plutôt des objets, plutôt que de dire que c'est du string ou des choses comme ça. Le data frame lui est typé. Donc il vaut mieux utiliser le data frame que le dataset. Le data frame, il y a toujours le support d'un sous-set dans CSQL 2003. Donc ça, c'est vraiment important. Comme je l'ai déjà dit précédemment et comme je l'ai montré ici, vous pouvez faire ce genre de choses. C'est tout à fait supporté. Donc c'est du SQL, bien sûr. Hein, c'est vraiment ce que vous avez vu dans les années 80. Mais c'est toujours disponible et franchement, c'est ce qu'il y a de plus pratique quand vous devez faire ce genre de select. Ouais, franchement, c'est très, très simple. Hein. Ça fait le job. Et le groupage, c'est très facile à lire et tout ça. C'est généralement plus simple à lire que du code Python. Donc, n'hésitez pas à utiliser encore le SQL pour ce genre de choses. Voilà, vous pouvez facilement sauter d'un data frame vers SQL et vice-versa. Alors, si vous voulez encore aller plus loin avec les data frames, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a moyen d'importer un data frame de plus de 30 sources au minimum. Donc, vous avez tout ce qui est fichier. Alors, si vous n'êtes pas habitué à ça, il y a les fichiers CSV, TXT, tout ça c'est les vieux formats. Les formats récents tels que Avro, Parquet et tout ça sont également supportés.
Vous pouvez également importer des données depuis Azure Cosmos DB. C'est tout à fait possible de vous connecter de votre cluster Databricks et de faire une connexion vers un Azure Cosmos DB, vers un SQL Data Warehouse, vers bien sûr un Data Lake, qui est généralement ce qu'on fait. Il suffit de monter le Data Lake et vous pouvez directement accéder au contenu du Data Lake. Si vous êtes un grand fan de mélanger les choses, eh ben vous pouvez aller même vous connecter à du Redshift, à du R3, tout ça, c'est pas un problème. Ou bien même du MongoDB, du Cassandra, du Neo4j. Il y a vraiment énormément de connecteurs. Donc, surtout, ce qu'il faut bien penser dans un cluster Databricks, c'est que vous pouvez aller chercher les données à peu près n'importe où. Il n'y a vraiment pas besoin de les bouger d'abord vers un data lake ou ce genre de choses. Non, vous pouvez arriver à créer une connexion directement depuis votre cluster vers la source de données. Au niveau de la gestion des librairies, c'est un point qui est assez important. Les clusters au début sont gérés de façon à être le plus light possible. Donc, il n'y a pas de librairie qui est chargée directement. Donc, chaque fois que vous voulez faire appel à des fonctions qui sont un peu plus avancées, à des librairies telles que du Python et du Jar, vous devez en fait les ajouter. Si on regarde au niveau du workbook, au niveau de la gestion du cluster, ici, vous pouvez ajouter, bien sûr, quand le cluster n'est pas lancé, ça ne va pas le faire, vous pouvez vraiment ajouter les librairies que vous souhaitez. C'est pas trop difficile à faire. Ça vous demande juste de savoir exactement quelle librairie et tout ça. Faites quand même attention parce que les librairies parfois ne sont pas compatibles avec toutes les versions de Databricks. Donc, il faut bien vérifier quelle version de la librairie est compatible avec quelle version de Databricks. Alors, tout ça, c'est un problème, en fait, qui n'est pas dépendant de Databricks vraiment, c'est un problème qui est dépendant de Spark, c'est toute cette gestion des librairies. C'est pas facile, c'est complexe, il faut vérifier. Attention, quand vous faites un upgrade vers les nouvelles versions de Databricks et tout ça, vérifiez bien les librairies que vous avez importées et vérifiez qu'elles sont toujours compatibles avec cette dernière version. Ça commence à se stabiliser, c'était un vrai problème il y a quelques années, ça devient de moins en moins un problème. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme architecture avec Databricks? Eh ben, avant tout, il y a le chargement des données. Donc, ici, on est vraiment dans une vue Call Data. Donc, on est dans une vue patch qui va arriver une fois par jour, une fois par heure. Donc, ça va aller chercher avec Azure Databricks les données, avec Azure Data Factory, excusez-moi, l'ensemble des données, qu'elles soient dans vos apps, sur vos serveurs, que ce soit des fichiers ou ce genre de choses. Donc, toutes les données vont être remontées. Vous allez les stocker dans quoi? Ben, dans un Azure Data Lake, peut-être dans des tables aussi, mais c'est moins bien. Vous le faites principalement dans un Azure Data Lake Storage. Et à partir de là, vous pouvez arriver à combiner ça et à utiliser Databricks. Databricks pour faire quoi? Pour créer des résultats que vous pouvez aller disposer aussi directement dans Azure Cosmos DB, directement dans des tables SQL ou même directement dans du SQL Data Warehouse. Bien sûr, on a maintenant tout ce qui est Synapse qui intègre aussi directement d'une certaine façon Databricks et tout ça, mais c'est pas le but de parler de ça d'aujourd'hui. Et donc tout ça après, vous pouvez utiliser du Azure Data Explorer, du Power BI, vous pouvez mettre des cubes SSAS derrière. Donc Databricks là vraiment est un outil de transformation quand vous l'utilisez comme ça. Il va prendre le contenu qui est dans le data lake, qui généralement est une copie, je vais dire, de base de vos données. Vous n'allez pas vous amuser à faire des transformations dans Azure Data Factory. Copiez juste la base. Toutes ces transformations, elles se font dans Azure Databricks et vous pouvez rediriger vers la sortie que vous voulez, qui peut être du Azure Cosmos, comme je l'ai dit. Voilà, ça c'est une première façon pour les data engineers d'utiliser tout ce qui est Azure Databricks. Maintenant, il y a aussi un truc qui est très intéressant sur tout ce qui est Databricks, c'est la partie Delta. Alors la partie Delta, c'est pas tout à fait nouveau, c'est sorti en septembre 2018, donc c'est pas très vieux, c'est encore en développement, il y a beaucoup de nouveautés qui arrivent et ça attire beaucoup d'attention. C'est vraiment maintenant la nouvelle grosse mode sur Databricks depuis, je vais dire à peu près 6 mois, 1 an. Tout le monde commence à faire du Delta. Pourquoi? Parce qu'en fait, le Delta, il est capable de gérer les transactions. Donc ça, c'est déjà un truc où on n'était pas capable Databricks précédemment. Et donc, c'est du stockage sous fichier parquet qui va nous permettre de faire ça. Et ça va vraiment être de l'ajout continuel de petites parties à nos fichiers parquet. Donc, les fichiers parquet peuvent être décomposés en plusieurs sous-fichiers et on va créer des petits sous-fichiers.
Alors, j'ai dit que ça gérait tout ce qui était transactionnel. Maintenant, le but n'est pas de transformer votre data lake avec Databricks en une base de données opérationnelle. Ça n'a aucun intérêt de faire ça, même pas un intérêt financier. Et il faut mieux utiliser une vraie base de données SQL pour faire ce genre de choses. Parce que ça gère peut-être les transactions, mais ça ne gère pas encore tout ce qui est lié aux transactions. Un point, par exemple, que ça gère, c'est tout ce qui est transaction acide. Donc, il n'y a pas d'effet sur les readers quand vous êtes en train de faire une écriture. Donc, vous pouvez aller 2 queries en parallèle, une qui écrit, une qui lit. Les deux sont complètement indépendantes et utilisent les versions différentes du dataset grâce à nos fichiers parquets. Il y a moyen de faire des updates, des observes, des merges. Ce qui sans Delta est très, très, très compliqué. Donc, Delta apporte vraiment toute cette partie où vous pouvez commencer à avoir autre chose que de l'insertion et de la lecture. Cela se fait sans interférence aussi au niveau des queries de lecture. Donc, ça, c'est très positif aussi. Un des gros bénéfices aussi de Delta, c'est que ça commence à inclure des statistiques et du data skipping avec tout ce qui est Z-order. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que normalement, quand vous utilisez Databricks, il n'y a pas de statistiques. Donc, c'est complètement différent d'une table SQL normale sur laquelle vous avez des statistiques pour savoir où aller, combien de lignes vous allez recevoir et tout ça. Eh ben, ça n'existe pas au niveau de Databricks normal, mais si vous rajoutez la couche delta au-dessus, eh bien, vous allez avoir ce genre de choses. Ça va accélérer en lecture de manière assez considérable, c'est d'entre 10 et 100 fois. Ça va aussi vous permettre de définir un espèce d'index qui n'en est pas vraiment un, en fait, puisque vous allez définir l'ordre dans lequel les données sont stockées au sein de votre fichier. Qui est pas vraiment non plus, qui est un fichier à la base, mais que vous voyez comme une table. Donc, vous pouvez spécifier dans quel ordre sont stockées les différentes informations, ce qui va accélérer encore une fois la lecture. En évitant de lire quoi? En évitant de lire les zones qui ne sont pas nécessaires. Donc, si vous avez organisé ça par pays et que vous voulez lire les données qui sont liées à la France, eh bien, vous allez skipper toutes celles qui sont de l'Autriche, de la Belgique et tout ça, parce qu'elles seront au-dessus dans le fichier, en supposant que vous avez bien une colonne de pays. Donc, un autre gros avantage de Delta, et le dernier, c'est que tout ce qui est batch et streaming se fait dans la même table. Ce n'était pas le cas avant. Alors, j'ai jamais fait de streaming sans avoir Delta, donc je ne peux pas exactement expliquer comment c'était fait avant, mais maintenant, c'est vraiment fait de façon transparente. C'est la même table, et vous avez juste les lignes qui viennent se rajouter. Aucune interférence, encore une fois. Alors, Delta, ça mériterait sa propre session en soi-même. Il y a moyen de parler pendant 1 heure de ce qu'apporte Delta. Mais ce que vous devez retenir, c'est que, franchement, on a la compression aussi qui est column-based versus du row-based. C'est très important. Quand vous avez des gros fichiers, du column-based va vraiment vous permettre d'aller sur la colonne, d'avoir cette compression, de permettre d'avoir des agrégations et tout ça qui sont très intéressantes. Donc, vous allez gagner en performance. Tout ce qui est merge et update, j'ai bien sûr dit que c'était possible, mais ça reste encore très, très lent. Donc, oui, si vous avez des gros updates et des choses à faire comme ça, réfléchissez si vous ne devez pas plutôt recréer votre table. Il n'y a pas de vrais index, mais le Z-order, ça vous permet déjà franchement d'accélérer. Donc, vous avez droit à un espèce d'index, qui sera un peu l'index cluster qu'on utilisait précédemment en SQL, mais ça aide vraiment énormément. Savoir que ce qui est très important, et que ça c'est déjà le cas même sans Delta, il y a déjà le partitioning aussi. Donc c'est en fait un index en plus du partitioning et tout ça. Azure Cosmos DB peut se révéler une bonne alternative à Delta, c'est vrai. Donc ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire. Mais si c'est vraiment pour faire des updates et plus pour avoir une DB, je vais dire opérationnelle, allez voir Cosmos DB. Ne restez pas sur Delta en vous disant ouais, c'est super, c'est vraiment génial. Non, Delta reste quelque chose plus pour faire du big data et ce genre de choses, donc plus pour faire de l'analytique que pour faire de l'opérationnel. Alors, si on regarde maintenant une autre partie, qui est vraiment une vue hélicoptère sur tout ce qui est données chaudes, donc les données qui arrivent en streaming. Voilà. Donc, qu'est-ce qui change ici? C'est que vous avez un import qui est différent. Vous allez plutôt avoir des données qui sont des senseurs et des choses comme ça. Donc, vous allez avoir aussi vos applications qui vont envoyer des événements. Vous avez tout votre système d'information qui peut passer par Kafka. Et donc, tout ça, ça passe en temps réel. Comme je l'ai dit, c'est chaque fois, c'est chaque seconde, il y a des données qui peuvent arriver. Chaque milliseconde, il y a des données qui peuvent arriver. Tout ça, vous allez encore une fois l'importer, mais cette fois-ci, vous n'allez plus l'importer en passant par un data lake, ou pas nécessairement en passant par un data lake. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce soit de EventUp
ou du Kafka, vous pouvez avoir plusieurs syncs, donc plusieurs destinations. Donc, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on met dans le data lake, mais qu'on envoie également directement vers Azure Databricks. Donc, ça vous permet de faire tourner votre cluster en continu pour avoir une série d'informations. Alors, vous pouvez également utiliser tout ce qui est les modifications sur Azure Cosmos DB. Donc, Azure Cosmos DB a un espèce de buffer qui vous permet d'avoir toutes les modifications. Et ce qu'on fait avec ces modifications, c'est aussi directement les intégrer dans Azure Databricks. C'est vraiment un gros avantage. Et donc, après, le traitement, il est le même. Vous pouvez mettre à jour une database, qu'elle soit Azure Cosmos DB, ou que ce soit une database SQL, à partir de votre transformation que vous avez fait en Databricks, et ce, de manière continue. De nouveau, toujours pour la même chose, pour envoyer vers différentes destinations, Azure Data Explorer, votre cube, votre Power BI, et tout ça, ça reste exactement le même. Donc, la grosse différence, c'est vraiment cette aptitude à faire tourner en continu le cluster pour processer les données de manière continue et les envoyer vers les différentes destinations. Les sources en streaming, elles sont pas aussi nombreuses que les sources en batch. Ces sources en streaming, c'est tout ce qui est fichier JSON, Parquet, Kafka, qui est bien sûr quelque chose de très important, et bien sûr les clients classiques, quelques Azure Event Hubs, Kinesis et ce genre de choses. Donc, c'est vraiment important. C'est la partie où on peut injecter des données de manière continue, les traiter avec Databricks qui fait vraiment du streaming, les mettre soit dans des tables Delta, soit rediriger vers d'autres sources, vers d'autres destinations telles que Azure Cosmos DB. Alors, streaming pour le code, hein, c'est pas très difficile, c'est exactement la même chose. À partir du moment où vous avez connecté, c'est très facile. Donc, simplement, read stream, le format que vous avez, les différentes options, le loadage. Et donc, on est sur ce qu'ils appellent des unbound tables, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas de fin, ces tables. Donc, voilà, ça, c'est votre stream qui va arriver. Chaque petit bloc l'un derrière l'autre, eh ben, il est mis dans la table à droite. Quand il y a un quatrième bloc qui arrive, eh ben, il est mis directement en dessous. C'est tout simple. C'est vraiment la table, elle a juste pas de fin. Donc, si vous faites un select dessus, ben, il va continuer à faire tourner le select jusqu'au moment où il n'y a plus de rows, mais ça n'arrivera jamais puisqu'il y a toujours des nouvelles rows qui vont venir s'ajouter. Voilà. Tout simple de comprendre le streaming. OK. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que aussi au niveau du streaming structuré, il y a un ensemble de choses. Hein. C'est important de bien noter que le streaming, parfois, ce qui peut arriver, c'est qu'il y ait plusieurs lectures de la même donnée ou ce genre de choses. Et ici, non, le streaming est structuré. Donc, vous êtes sûr de lire chaque fois une donnée. Si à un moment, il y a un problème parce que votre cluster s'arrête ou n'importe quoi, eh bien, au moment où il va se relancer, il va reprendre tous les messages qui n'avaient pas été processés. Il y a voilà, alors la prise en compte des données tardives ou non données, ça c'est un gros problème du streaming. Et donc ça, c'est ce qu'on va voir juste après. Pour ça, il faut introduire la notion de watermarking. Ça spécifie le temps à attendre pour effectuer un join entre deux sources. Donc c'est la gestion de tout ce qui est, si vous avez fait de la BI avant, late arriving dimensions et ce genre de choses, ça se gère au niveau du streaming avec le watermarking. Alors, le principe de base qui est expliqué ici, c'est que vous avez votre stream un par un, donc vous avez d'abord tous vos cubes mobs qui vont arriver, et donc vous allez directement avoir votre stream. Il y a une agrégation, c'est ça votre transformation, et donc il va vous donner un résultat en vous disant « j'ai 3 cubes mobs ». Si vous avez 4 cubes jaunes qui arrivent ensuite, eh ben, la réponse, ce sera 4. Donc, OK, on a compris le principe. Alors, le problème, c'est qu'un peu plus tard, il peut y avoir un nouveau cube mauve qui arrive. Et vous avez déjà en réalisé votre agrégation sur les cubes mauves. Eh ben, il est capable de dire « j'attends un certain temps avant de te donner le résultat de l'agrégation sur les cubes mauves ». Et donc, il va remplacer l'agrégation 3 par un 4, puisqu'il y a un quatrième cube mauve maintenant, et les cubes verts, il vous donnera 3. Alors, il y a des limites à tout ça, hein, c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc, si, je vais rester là-dessus, si votre cube mauve était arrivé très tard, eh ben, à un moment, il vous aurait déjà donné le résultat 3. Il ne l'aurait pas gardé en mémoire, il vous l'aurait donné. Et dans ce cadre-là, l'agrégation du cube mauve ne sera pas prise en compte. Donc, le principe de late arriving dimension, c'est exactement le même. Vous avez ici vos briques plates qui sont des briques de référence. Vous avez vos briques au-dessus qui sont vos briques, je vais dire, qui sont vos faits.
Donc, ce sont des briques qui arrivent en continu. Les briques plates sont plus des clients, par exemple, tandis qu'au-dessus, on a plus des commandes. Et donc, vous avez la première brique mauve qui arrive et comme par hasard, il y a déjà votre client qui est là. Donc, on a la commande qui est déjà là. Donc, vous arrivez à faire le join sans problème. Il y a encore des commandes qui arrivent pour ce client-là et donc toujours, vous arrivez à faire le join sans problème puisque la ligne du client existe. Par contre, là, ce qu'on a, on a un deuxième client qui est créé dans notre système de clients et on a bien sûr des commandes qui arrivent pour lui. Mais on a une commande qui arrive et cette commande, on voit que quoi? Ben, en fait, il n'y a pas de client à ce moment-là. Et donc, on n'arrive pas à faire la liaison. Mais ce n'est pas un problème. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Il va attendre, il va garder ce cube vert en mémoire et il va continuer à faire les autres liaisons. Donc, quand le cube mauve va arriver, il va le lier directement au client mauve. Et quand finalement votre brique verte de client va arriver, il va être capable de refaire la liaison à ce moment-là et c'est seulement à ce moment-là qu'il va le faire. Donc ça, c'est tout le concept du late arriving. Donc, c'est-à-dire, si même la commande arrive après le client, ce qui n'est normalement pas le cas, le client arrivant avant, généralement. Pourquoi est-ce que ça peut arriver? Il suffit qu'il y ait une panne au niveau du système de gestion des clients ou ce genre de choses, donc il va arriver après. Et bien ça, le streaming est capable de récupérer ce genre de petites erreurs. Alors, il y a des limites au watermark, hein, donc je vais reprendre le même exemple, c'est le temps qu'il est capable d'attendre. Si ici, le temps qu'il est capable d'attendre, on va dire que c'est quelques secondes, il ne va pas attendre plus longtemps, eh bien, votre cube vert, il ne va pas arriver, le watermark étant spécifié à quelques secondes, et le client vert étant arrivé beaucoup plus loin, il ne va pas arriver à spécifier et à faire cette liaison. Donc ça, c'est vraiment une limite importante au niveau de tout ce qui est watermark. Alors, pour tout ce qui est data science, la vue hélicoptère, c'est quoi? Ben, c'est la même. On prend les données, Data Factory, on les met dans Databricks et vous utilisez tout ce qui est machine learning directement sur Databricks. Alors, pourquoi est-ce que j'en parle ici? Parce qu'on trouve de plus en plus au niveau du data engineering des toutes petites parties de code aussi qui font appel à ce genre d'algorithme de machine learning pour faire les transformations. Donc ça, c'est aussi quelque chose, amélioration de la data quality et tout ça. Donc ça, c'est des choses qu'on voit de plus en plus à travers Databricks et dans les derniers développements de Databricks. Faites attention, tout ce qui est machine learning, faites attention à ça, c'est pas du data engineering, c'est une autre discipline, ne donnez pas ça à vos data engineers, sinon vous allez avoir des surprises. Si on parle vraiment des différences clés avec les autres ETL, il y a vraiment cette préférence au niveau Databricks pour tout ce qui est non immutable, c'est-à-dire vraiment tout ce qui est je fais de l'append only, donc il faut essayer de rester dans cette logique-là, c'est vraiment pour ça que ça a été créé à la base. Les joins et les updates sont des opérations supportées, elles sont coûteuses, faites-les donc tôt, faites des transformations tôt, au moment où vous en avez besoin, et évitez que tous vos utilisateurs aient besoin de refaire des joins. Les données sont réparties dans les fichiers, donc c'est format column-based généralement. L'update d'une ligne équivaut à la réécriture complète du fichier, c'est pour ça que les updates sont assez lents, c'est que quand vous devez faire un update, vous réécrivez en fait tout le fichier. Il n'y a pas de sequence generator. Alors ça, c'est une grosse surprise hein, pour les gens qui ont fait beaucoup de BI avant. Il n'y a pas moyen de créer des numéros, des identifiants, des surrogate keys, des choses comme ça. Ça ne se fait pas. Pourquoi? Parce que c'est distribué. Et donc, c'est très difficile sur un système qui est distribué, donc il y a plusieurs nœuds qui travaillent en même temps, d'arriver à créer une séquence où ces identifiants seraient uniques. C'est un gros problème. C'est un espèce de bottleneck. Donc, ils ont préféré ne pas le faire. Sachez bien que les données normalisées, comme j'ai déjà dit, sont dans un petit pattern du big data. Donc, évitez de normaliser vos données. Il faut rajouter les données. Donc, si vous avez une commande, ce n'est pas un problème d'avoir toute la description du client au sein de la même ligne de commande. C'est une bonne pratique. Si vous devez chaque fois croiser ces données, c'est vraiment la bonne pratique, c'est de tout mettre au sein de la même table. Alors, pourquoi est-ce qu'il faudrait faire du Spark ou du Databricks? Il y a une question de total cost of ownership. L'augmentation du volume des données implique des coûts astronomiques si on conserve le paradigme de tout ce qui est base de données classique. Hein. Si vous gardez tout dans une database SQL, que ce soit SQL Server ou une autre, à un moment, vous allez avoir un coût astronomique si vous êtes sur vraiment du big data. Les deux grands cas d'utilisation de Spark, c'est faire de l'analytique au-dessus d'un data lake. Hein. C'est donc tout le principe de data analyst. Et c'est aussi transformer ces données. Et donc là, c'est tout ce qu'on est en train de faire. C'est tout ce qu'on a montré aujourd'hui, tous les features qui sont disponibles pour transformer les données et les amener vers un data warehouse.
Quelles sont les conclusions de tout ça? Ben, SSIS versus Azure Databricks. SSIS ne remplacera pas, Databricks, excusez-moi, ne remplacera jamais SSIS si vous êtes sur une base de données relationnelle. D'accord? Donc, faites vos transformations en SSIS, utilisez vos codes existants si vous êtes sur une base de données SQL. Par contre, si vous partez sur du big data, eh ben, bougez les données vers un data lake et là, vous pouvez commencer à utiliser du Databricks. Est-ce que je dois coder en Python, Scala ou en SQL? C'est une question pour moi qui n'a pas beaucoup d'intérêt parce que utilisez ce que vous connaissez mieux. Généralement, un point qui est important, c'est que vous êtes en train de faire des ETL et donc les compétences que vous avez besoin pour faire du Databricks, c'est les mêmes que vous aviez besoin avant en SSIS. Donc, généralement, je demande qu'on ne demande pas ça à un développeur lambda qui vient de commencer et qui n'a jamais fait d'ETL et tout ça et qui ne maîtrise pas certains concepts. Alors, il y a des très bons développeurs UI et tout ça qui sont beaucoup plus doués que des data engineers pour faire ça, pour faire du UI, mais ne leur donnez pas, sous prétexte qu'ils sont bons en Python, du Databricks à faire. C'est pas du tout les mêmes concepts qui sont en jeu. Voilà, alors les conclusions aussi portent sur le fait que c'est très très bien intégré à Azure, hein. C'est très facile de connecter votre cluster Databricks à un ensemble de sources, c'est très facile aussi d'envoyer vos données de Databricks vers autre chose, c'est vraiment intégré à l'écosystème Azure, et un des gros avantages bien sûr de tout ce qui est Databricks, ce sont les notebooks. C'est vraiment une façon très intéressante de coder. Au début, ça peut paraître un peu bizarre quand vous êtes un codeur qui préfère son Visual Studio ou des choses comme ça, qui aimait déjà pas trop de faire les liaisons avec la souris en SSIS. Ça paraît encore plus bizarre de travailler là-dedans, mais à la fin, c'est cool. On arrive quand même à faire des choses. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, Maud ?